Ah, le marché boursier, attends. On pourrait le comparer à un bateau voguant en pleine tempête ces derniers temps. Février a été un mois rude, hein? Absolument. Tensions géopolitiques, guerre commerciale, incertitude politique. Les investisseurs sont fébriles. C'est clair. Le S&P 500 a chuté de presque 3% la semaine dernière et encore 2,4% cette semaine. On parle de peur extrême chez les investisseurs. Est-ce justifié ou juste une tempête dans un verre d'eau? Le marché a ses turbulences, c'est vrai, mais là, les défis sont particuliers. Regardez le S&P 500, malgré ses difficultés, son ratio court-bénéfice à terme est de 21,8, bien au-dessus de sa moyenne historique 15,16 sur les 50 dernières années. Ah oui, ce fameux ratio. Pour être honnête, je ne suis pas sûre de bien saisir ce qu'il signifie. On pourrait m'expliquer simplement AG, comme si j'étais novice. Imaginez une étiquette de prix pour les bénéfices d'une entreprise. Plus le ratio est élevé, plus le prix est élevé. Pour le S&P 500, ce ratio élevé suggère que beaucoup d'entreprises ont surévalué, malgré un marché confronté à des vents contraires. Je comprends mieux. Donc, malgré la tempête, beaucoup d'entreprises affichent un prix élevé. Paradoxal, non. Warren Buffett disait que les périodes de peur offrent des opportunités uniques pour l'investisseur avisé. Comment appliquer ce conseil aujourd'hui? La sagesse de Buffett est toujours d'actualité. En période de peur, les investisseurs fuient, font baisser le prix de certaines actions, même celles avec des fondamentaux solides. C'est là qu'on trouve des opportunités cachées. Opportunités cachées, j'aime bien ça. Mais concrètement, comment les identifier? On ne va pas pêcher à l'aveuglette. Il faut savoir où regarder. On va se concentrer sur les actions sous-évaluées. Des actions dont la valeur intrinsèque est supérieure à leur prix actuel sur le marché. En d'autres termes, elles ont été injustement négligées. Comme trouver une pépite d'or dans un tas de cailloux. Mais comment savoir si une action est vraiment sous-évaluée et non pas en difficulté? Analyser les fondamentaux de l'entreprise. Performance financière, rentabilité, dette, position sur le marché, etc. On cherche des entreprises solides avec un bon potentiel de croissance, mais dont le prix est temporairement déprimé. Donc jouer les Sherlock Holmes de la finance, c'est analyser les indices, décrypter les bilans et démasquer les actions sous-évaluées. Exactement. Et pour vous aider, on va se pencher sur 7 entreprises qui méritent une attention particulière en mars. Cette entreprise prometteuse. Avant de plonger dans le détail, revenons sur la situation générale. Février a été difficile, mais à quel point? Février est historiquement délicat pour la bourse. Cette année, les tensions géopolitiques et les craintes d'une guerre commerciale ont aggravé la situation. Bank of America a émis un avertissement assez alarmant. Ah bon. Un autre tsunami financier en approche. Ils ont averti d'un recul potentiel de 40% du S&P 500 si les tensions persistent. 40%. C'est vertigineux. Faut-il s'attendre au pire? Nuance importante. Un recul de cette ampleur, c'est un scénario extrême. Plus probable, une volatilité accrue dans les mois à venir. Donc, pas de panique, mais prudence. Surtout que, comme vous l'avez dit, beaucoup d'entreprises restent surévaluées. Alors, comment naviguer dans ce marché turbulent et identifier ces opportunités cachées-ci? C'est l'objectif de notre exploration aujourd'hui. On va analyser cette entreprise sous-évaluée avec un potentiel de croissance intéressant, même dans un contexte incertain. Parfait. Plongeons dans le vif du sujet. La première entreprise est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC pour les intimes. TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs. On entend beaucoup parler d'eux avec la pénurie de puces. Comment se positionne-t-il? TSMC, c'est le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs. Ils fournissent Apple, Qualcomm, Nvidia. Performance impressionnante ces dernières années. J'ai lu qu'ils avaient une croissance de plus de 600% en 10 ans. Colossal. Absolument, Thalès. Et malgré une petite baisse de 9% depuis le début de l'année, le ratio court-bénéfice à terme de TSMC est de 20. Intéressant. Ce ratio est inférieur de 13% à la moyenne du secteur. Donc, malgré sa position dominante et sa croissance, TSMC est moins cher que ses concurrents. Disons que le marché sous-estime peut-être le potentiel de croissance de TSMC. Justement, quelles sont leurs perspectives de croissance? Les analystes prévoient 25% de croissance du chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois, bien supérieur à la moyenne du secteur. Le dynamisme est porté par la demande croissante en plus. Smartphones, ordinateurs, voitures connectées. 25%. Pas étonnant que Wall Street voit un potentiel de hausse de 36%, avec un objectif de prix de $245. TSMC semble bien parti pour continuer sur sa lancée. Leader sur un marché en expansion, expertise technologique, solide situation financière. Prometteuse, cette première entreprise. Passons à la deuxième pépite. Qui est à l'honneur, non? United Rentals, le plus grand loueur d'équipements au monde. United Rentals, je vois leurs camions et leurs engins partout. Présence bien visible, mais leur modèle économique. Il propose une large gamme d'équipements en location.
Des outils aux grues, en passant par les générateurs, les échafaudages. Tout pour la construction, les événements, les industries. Activités diversifiées, large éventail de clients. Et financièrement? Croissance impressionnante, plus 600% sur la dernière décennie. L'action a baissé de 9% depuis janvier, mais le ratio cours-bénéfice à terme est de 14,4. Encore un ratio assez bas. Oui, 24% en dessous de la moyenne du secteur de la location. United Rentals est peut-être sous-évalué. Et la croissance, la demande pour la location d'équipements est en hausse. Croissance du bénéfice par action de 12% prévue sur les 3 à 5 prochaines années. Reprise économique, investissement dans les infrastructures, croissance de la construction. United Rentals a le vent en poupe, alors. Tout à fait. Leader sur un marché en croissance, modèle économique résilient, gestion prudente. Et Wall Street voit un potentiel de hausse de 29% avec un objectif de 825 $. Une deuxième entreprise à suivre. Passons à la troisième. C'est qui ce l'idée? Applied Materials. Ce nom ne me dit rien. Quel secteur? Un équipementier de premier plan pour l'industrie des semi-conducteurs. Encore la technologie. Les fournisseurs des fournisseurs de Apple ou Samsung. Exactement. Ils conçoivent et fabriquent les machines et les logiciels pour produire les puces. Rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Je vois. Et leur position sur ce marché stratégique, c'est... Croissance impressionnante. L'action a augmenté de 50-56% sur 10 ans. Légère baisse de 3% depuis le début de l'année, mais le ratio cours-bénéfice à terme est de 17. Encore inférieur à la moyenne du secteur ERA. Oui, 26% en dessous de la moyenne des équipementiers pour semi-conducteurs. Applied Materials pourrait être sous-évalué. Perspective de croissance immense. Demande en hausse pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs. La demande en puces explose, stimule la demande en équipement. Croissance du bénéfice par action de 11,2% prévue sur les 3 à 5 prochaines années pour Applied Materials. Croissance à 2 chiffres encourageant ADN. Wall Street voit un potentiel de 31%, objectif de 217 $. Applied Materials semble bien placé pour profiter de la croissance du marché. Expertise technologique, gamme de produits, présence mondiale. Une troisième entreprise à suivre. Passons à la quatrième. Est-ce que... Merck. Un géant pharmaceutique, n'est pas ça? Oui, l'une des plus grandes au monde et développe des médicaments, vaccins, produits de santé animale. Et financièrement, le secteur pharmaceutique est souvent défensif, moins sensible aux fluctuations. C'est le cas pour Merck. Croissance de 60% en 10 ans, solide. Baisse de 7% depuis le début de l'année, mais ratio cours-bénéfice à terme de 10,3. Étonnamment bas pour une entreprise de cette taille, et une raison à cette sous-évaluation encore. Oui, 43% en dessous de la moyenne du secteur. Concurrence des génériques, pression sur les prix, incertitude sur les réformes du système de santé américain. Donc, malgré sa position de leader et son portefeuille diversifié, des défis importants. Faut-il les éviter? Pas nécessairement. Merck reste solide, dividende généreux, potentiel de croissance intéressant. Croissance du bénéfice par action de 16% prévu sur les 3 à 5 prochaines années. Donc il y a de la lumière au bout du tunnel. Wall Street voit un potentiel de 26%, objectif de 116 $. Une quatrième entreprise à étudier. Passons à la cinquième. Qu'est-ce pas? PayPal. Ah, PayPal, le géant du paiement en ligne. Difficile de passer à côté. Mais financièrement, concurrence féroce dans le secteur. Est-ce que ça les affecte? Ascension fulgurante ces dernières années, mais chute de 17% depuis janvier. Prise de bénéfices, inquiétude sur la concurrence, incertitude réglementaire. Zone de turbulence pour PayPal. Leur modèle économique est en danger. Pas nécessairement. Rappelons que PayPal a enregistré une croissance de 18% l'année dernière. Base d'utilisateurs massive, plateforme technologique de pointe, forte notoriété. Difficile de nier leur position dominante. Et leur valorisation actuelle en hausse nassine. Une opportunité à saisir pan. Ratio cours-bénéfice à terme de 14,1. Décote de 53% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. 53%. Énorme. Wall Street voit un potentiel de rebond. Absolument. Croissance du bénéfice par action de 12% prévu sur les 3 à 5 prochaines années. Potentiel de hausse de 41% selon Wall Street. Objectif de 100 $. Alichan Payout a le potentiel de rebondir. Mais passons à la sixième entreprise. Qui est-ce? Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific. Encore un nom inconnu. Quel secteur? Un leader mondial des équipements et services scientifiques. Ah, changement de domaine, non? Bon. Leurs activités tête. Ils fournissent des produits et services aux laboratoires de recherche, hôpitaux et universités, industries pharmaceutiques et biotechnologiques, instruments d'analyse, réactifs, consommables de laboratoire. Les fournisseurs de l'ombre de la recherche scientifique et médicale. Exactement. Rôle crucial dans le développement de nouveaux médicaments, vaccins. Et financièrement, Diomblum Povese. Le secteur est porteur. Thermo Fisher Scientific, très résiliente. L'action est en hausse de 2% depuis le début de l'année et plus 360% sur 10 ans. 360%. Il sort sur la vague de l'innovation. Effectivement.
Ça le guet. Forte croissance de la demande, tirée par les investissements en R&D. La lutte contre les maladies. Valorisation actuelle quand même. Opportunité à saisir. Ratio court-bénéfice à terme de 22,7. Décote de 10% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Décote modeste, mais intéressante. Et Wall Street voit un potentiel de 27%, objectif de $670. Une 6e entreprise à suivre. Leader sur un marché en croissance, forte capacité d'innovation, présence mondiale. Parfait. La 7e et dernière entreprise. Qui clôture ce tour d'horizon? Global Payments. Global Payments, encore les paiements. Concurrent de PayPal Kala. Un leader mondial des solutions de paiement pour les entreprises. Donc il cible les commerçants et les entreprises, pas le grand public là. Exactement. Terminaux de paiement, solutions de commerce électronique, gestion des risques pour les entreprises de toute taille. Et face à la concurrence. Croissance solide. L'action a augmenté de 130% sur 10 ans. Baisse de 6% depuis le début de l'année, mais ratio court-bénéfice à terme de 8,5. Très bas. Pourquoi cette sous-évaluation? 48% en dessous de sa moyenne sur 5 ans. Crainte sur la concurrence, incertitude géopolitique, fluctuation des taux de change. Défi important donc. À éviter à Audi. Pas nécessairement. Global Payments est bien placé pour profiter de la croissance du e-commerce et des paiements mobiles. Wall Street voit un potentiel de 30%, objectif de $137. Tout à fait. Plateforme technologique, base de clients diversifiés, forte présence géographique, de quoi rivaliser avec les plus grands. Une 7e entreprise à étudier. On a passé en revue 7 entreprises prometteuses, toutes issues de secteurs différents, mais potentiellement sous-évaluées. Avant de conclure cette première partie, revenons sur ce recul potentiel de 40% du S&P 500 annoncé par Bank of America. Glaçant, même pour les investisseurs aguerris, comment relativiser ce risque et éviter de paniquer? N'oublions pas, les prévisions économiques, même celles de Bank of America, sont soumises à des incertitudes. Pas une boule de cristal, mais une projection basée sur des hypothèses qui peuvent se réaliser. Ou pas. Donc, pas s'imaginer une néant. Mais comment réagir face à ce genre d'annonce? Garder la tête froide, analyser les faits, éviter les décisions hâtives sous le coup de l'émotion. La bourse a toujours ses hauts et ses bas. C'est dans sa nature. Donc pas de panique, mais prudence. Et ne pas oublier que derrière les indices et les fluctuations, il y a des entreprises réelles avec des produits, des services, des équipes. Exactement. En se concentrant sur les fondamentaux, en analysant le potentiel de croissance à long terme, on peut identifier les opportunités et naviguer sereinement. Excellent conseil, merci. Petite pause et on revient pour la deuxième partie. Restez à l'écoute. De retour pour la deuxième partie de notre exploration. On a déjà 7 entreprises prometteuses, mais il y en a sûrement plein d'autres cachées. Comment les dénicher de ça? Une formule magique? Pas de formule magique, hélas, mais des méthodes et des outils pour identifier les actions sous-évaluées. Dites-moi plus. L'analyse financière m'a toujours intimidé. Tous ces chiffres, ces ratios. Faut un doctorant en économie. Rassurez-vous, pas besoin d'être un expert. L'idée, se poser les bonnes questions. La société est-elle bien gérée? Avantages concurrentiels durables vivre. Marché en croissance. Simple, donc essentiel, une tome trouver les réponses. De nombreuses sources, rapports annuels, publications d'analystes, presse spécialisée, sites d'information financière, des montagnes de documents consignés. Comment en faire le tri? Savoir où regarder. Se concentrer sur les éléments clés. Le ratio court-bénéfice, par exemple. Ah oui, l'étiquette de prix des bénéfices, bien sûr. C'est un indicateur important. Bien sûr. Croissance du chiffre d'affaires, marge bénéficiaire, endettement, rendement des capitaux propres. On a l'embarras du choix. Tous ces ratios, ça donne le tournis. Comment s'y retrouver? Il ne faut pas tout mémoriser, mais comprendre la signification des ratios. Les utiliser comme des outils d'analyse. Lire entre les lignes. Dégager les tendances. Jouer les détectives financiers. Exactement. Poser les bonnes questions, analyser, reconstituer le puzzle. Sacré défi. Mais la satisfaction doit être grande quand on déniche une action qui s'envole. C'est vrai. Identifier une opportunité que les autres ont manquée. L'aiguille dans la botte de foin. Et quand on a trouvé l'aiguille, on l'achète tout de suite. On attend. Ne pas se précipiter. Analyser en profondeur, lire les rapports, suivre l'actualité du secteur, comparer. Donc, réflexion et analyse avant tout. Et une fois qu'on a investi, faut-il surveiller son portefeuille en permanence? Tout à fait. La bourse est en constante évolution. Rester vigilant, s'adapter. Pas besoin de vivre devant les graphiques, mais suivre l'actualité, les publications des entreprises, réévaluer ses positions. On n'investit pas et on oublie. Donc, on reste actif, on ajuste. Comme un jardinier. Excellente image. L'investissement, c'est dynamique. Suivi régulier, ajustement.
En parlant de contexte, on a évoqué le risque d'un recul du S&P 500. Faut-il s'inquiéter? Comment se protéger? Rappelons qu'un recul de 40%, c'est extrême. Le marché a connu des corrections, mais il a toujours rebondi. Gardez la tête froide, vision à long terme. On respire, on ne vend pas tout à la première alerte. Mais comment se protéger concrètement? La diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Répartir sur différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier. La fameuse règle Fing. Mais comment choisir les bons paniers? Ça dépend de votre profil de risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement. Pas de recette miracle alors Fing. Exactement. Chaque investisseur est unique. Rassurant Fing. Et pour ceux qui se sentent perdus, y a-t-il des ressources, des guides? Oui, bien sûr. Livres, sites web, blogs, formations, conseillers. On n'est pas obligé de se lancer seul. Avant de conclure, une question. Quel est le meilleur moment pour investir? La question à 1 million de dollars. Pas de moment idéal. La bourse est imprévisible. Pas la peine de deviner le creux ou le sommet, alors. Exactement. Investir régulièrement, de manière disciplinée. Laissez le temps marcher. Simple, mais efficace. Tout le repère. L'investissement est accessible à tous. N'ayez pas peur. Formez-vous, fixez-vous des objectifs, entourez-vous de bons conseils. Et ne pas avoir peur des erreurs. Tout à fait. Apprentissage permanent. Accepter ses erreurs, en tirer des leçons, repartir. Excellent conseil, merci. On a beaucoup appris, mais ce n'est pas fini. On se retrouve pour la 3e partie. Restez avec nous, 3e et dernière partie de notre exploration. On a parlé turbulences, opportunités, méthodes d'analyse. Mais la gestion de son portefeuille, on n'en a pas encore parlé. Ah oui, la gestion de portefeuille WinMapsView. Un sujet vaste. Passionnant. On pourrait y passer des heures. On le fera peut-être un jour, tout. Mais aujourd'hui, les bases. Imaginons, je suis débutant, j'ai un peu d'argent et je veux construire un portefeuille solide. Par où je commence? Définir votre profil de risque. Tolérance à la fluctuation, le FID. Prêt à prendre des risques pour des rendements élevés. Ou plutôt prudent à la peine. Savoir si on a le cœur bien accroché. Et une fois le profil défini, comment construire un portefeuille adapté? Réfléchissez à la répartition de vos actifs. Proportion de votre capital pour chaque classe d'actifs. Actions, obligations, immobilier. La fameuse diversification. Des faits. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais comment choisir les bons paniers? Quelle proportion pour les actions et les obligations? Pas de formule magique. Ça dépend de votre profil, de vos objectifs, de votre horizon de placement. Un jeune investisseur horizon long peut prendre plus de risques. Allouer une part importante aux actions potentielles de rendement élevé. Un investisseur plus âgé, proche de la retraite, sera plus prudent, privilégiera les obligations moins risquées. Un menu à la carte foncée. On compose selon ses goûts et son appétit pour le risque. Et une fois la répartition définie, comment choisir les titres? Les actions les plus populaires? Suivre les experts. Faites vos recherches, ne vous fiez pas aveuglément aux autres. Analysez les entreprises, performance, perspective, management. Revoilà le détective financier. Ma parole, trop d'informations. Comment faire le tri? Posez-vous les bonnes questions. L'entreprise est bien gérée. Avantages concurrentiels, durables. Non. Donc, ne pas en croissance. Avec prosou, bobo obutration. Beaucoup le voient. Avoir avantage concurrentiel durable, la banque cliente le valorisation attractive. Simple mais pertinent. Si on répond oui à tout, on fonce. Pas si vite. Analysez en profondeur. Rapport financier, actualité du secteur, comparaison avec la concurrence. Un marathon, pas un sprint. J'aime bien l'image. Patience, persévérance, discipline. Mais il y a aussi de la chance. La chance, oui, mais pas le facteur décisif. Formation, analyse, gestion du risque. Voilà la clé. Justement, la gestion du risque. Comment s'assurer d'un portefeuille diversifié, résistant aux tempêtes? La diversification est essentielle. Réduire le risque global. Répartir les investissements sur différentes classes d'actifs. Elles ne réagissent pas toutes de la même façon aux fluctuations. Concrètement, non. Si vous n'investissez qu'en actions et que le marché s'effondre, grosse perte. Avec un portefeuille diversifié, obligations en plus des actions, la perte sera moindre. La diversification, une assurance contre les accidents de parcours. Oui, elle ne garantit pas de gagner, mais limite les pertes. Préserve votre capital sur le long terme. Rassurant, toi. Et pour ceux qui se sentent dépassés, y a-t-il des solutions? Faut-il devenir expert? Non. Des conseillers financiers peuvent vous accompagner. Construction, gestion du portefeuille, profil de risque, placement adapté à vos objectifs, ajustement. Donc on peut se faire aider. Bonne nouvelle! Avant de conclure, quel est le meilleur conseil pour un débutant? N'ayez pas peur de vous lancer, mais l'investissement est accessible à tous. Il n'est jamais trop tard. Formez-vous, fixez-vous des objectifs réalistes, entourez-vous de bons conseils. Positif et encourageant.
Merci pour ces informations précieuses et votre enthousiasme. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci pour l'invitation, un plaisir de partager ma passion. Le plaisir est partagé. Chers auditeurs, j'espère que cette exploration du marché boursier vous a plu. Approfondissez les sujets, informez-vous, formez-vous. Lancez-vous dans cette aventure, les stores. À bientôt pour de nouvelles plongées dans la finance.